Bienvenue à toutes et à tous sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, je le rappelle, veut simplement dire davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. En bref, être féministe, c'est considérer une femme à part entière. Mais comment le devenir dans une société qui nie souvent le corps de la femme, qui la soumet à de nombreuses règles et qui la prive souvent, disons-le, de sa liberté ? À ce sujet et bien d'autres, je reçois un éminent psychiatre, psychanalyste, mais aussi écrivain et auteur de plusieurs essais et romans depuis 1980. Jalil Benani, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Bonsoir, merci à vous. Alors, vous êtes psychiatre, psychanalyste depuis plus de 30 ans. Vous aimez la généalogie, l'histoire, vous tâtez aussi de la philo, d'après mes recherches. Comment arrivez-vous Vous avez aussi, en tant qu'auteur, écrit plusieurs essais sur la psychanalyse. Donc, on reviendra sur le dernier, là, dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, vous avez écrit depuis Corps suspect en 1980. Tout à fait. Il y a donc eu Un psy dans la cité, qui a eu le prix Grand Atlas. Il y a également Un si long chemin qui parle, c'est la parole des réfugiés au Maroc, qui est un très beau livre, donc avec des images, le voilà, qu'on peut trouver en librairie, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on va plus parler donc des djinns à la psychanalyse, qui est en fait un de vos sujets favoris. Puisque vous l'évoquez en fait à chaque fois dans votre livre. Ça a été comme un espèce de cheminement. Hein. Il y a cette tentation, on le sent depuis toujours, de parler un petit peu de nous, de nos pratiques, de notre réalité, on va dire sociologique, culturelle. Mais avant ça, la question que je vous pose, c'est comment vous arrivez en fait à concilier entre vos activités. Je suppose que vous exercez aussi en tant que psychiatre, tout psychanalyste. À fait, bien sûr. Et toujours un exercice. Et vous avez le temps d'écrire, et vous êtes un auteur quand même assez prolifique. Alors, juste une remarque préalable. Donc, dans les livres que vous citez sont des essais, sont des récits, sont des témoignages, mais je ne fais pas des romans. Hein. Voilà. J'ai bien compris. Vous êtes un essayiste. Voilà. Et vous êtes attaché en fait à votre domaine. Donc, mais il se trouve que j'ai une profession que je considère être une position privilégiée puisqu'elle me permet de croiser, non seulement d'être à l'écoute des hommes et des femmes et d'être attentif à la question humaine, mais aussi de croiser toutes ces disciplines que vous avez citées. Voilà. Hein? C'est-à-dire que justement, le psychisme relève d'un fond symbolique sur lequel évidemment tous les savoirs confluent, hein, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que je concilie? D'abord, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Je veux dire que je ne suis pas là pour écouter les gens et simplement être dans la sympathie ou la confidence ou l'empathie. Je suis là pour ensuite analyser ce qui se passe, le théoriser, évoluer dans ma société, comme vous avez dit. Et ça, c'est indispensable. Je veux dire que la pratique, elle est indispensable de la théorie. Donc, il y a un temps pour la pratique, il y a un temps pour l'écriture, un temps pour la lecture, et un temps pour chaque chose. Et vous êtes un psychanalyste actif, c'est-à-dire vous parlez à vos patients ou bien vous les écoutez seulement? Ah oui. L'éternelle question qui tue. Oui. C'est le fantasme ou le préjugé qu'on a sur notre... Il y en a d'autres. Parce que, si vous voulez, les gens sont habitués à bavarder dans les conversations, mais dans la conversation, vous commencez à parler, vous n'avez pas fini de raconter, que l'autre va vous dire « oui, moi aussi je pense que ». Moi, je ne fais pas ça. Moi, ce n'est pas moi qui pense que. Moi, j'écoute jusqu'au bout la personne. Mais ce n'est pas vrai qu'on est totalement silencieux. C'est vraiment une image comme ça. C'est une image. Oui. Mais par contre, j'interviens en dehors là pour exposer, pour éclairer, pour échanger évidemment, et ça c'est autre chose. Alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que donc l'ensemble de vos essais, vos œuvres, comme vous dites, vos récits, a eu quand même le prix prestigieux Sigmund Freud de la ville de Vienne en 2002, je pense. C'est ça. Et donc ça c'est quelque chose. Comment on le perçoit? C'est un rêve. C'est un rêve. C'est comme un rêve, oui. Ça vous a fait plaisir? Oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et surtout que
se retrouver comme ça dans la ville du fondateur Oui, de la père. psychanalyse. Voilà, c'est une émotion qui n'est pas, voilà, qui n'est pas offerte tous les jours. Voilà, et qui en fait, quand je l'ai eu, donc j'étais donc déjà beaucoup plus jeune. Et donc, c'était loin d'être un aboutissement, c'était un encouragement. Donc, parmi les raisons qui me poussent à écrire, c'est ça. C'est ce prix. Voilà. Il faut lui rendre hommage. C'est la reconnaissance. Vous savez, on n'a pas toujours la chance d'être reconnu. Hein. On peut travailler et ne pas être reconnu. Tout à fait. Et quand on est reconnu, ben, c'est un encouragement, c'est pas une fin. Ah, c'est un bonheur, hein, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Alors, donc, je rappelle que votre dernier essai s'intitule « Des djinns à la psychanalyse, nouvelle approche des pratiques traditionnelles et contemporaines », qui a été publié aux éditions Les Presses du Réel. Alors, bon, ma question, pourquoi ce sujet, hein, et quel est l'apport des pratiques traditionnelles, des croyances que nous partageons tous au sein de la société marocaine, avec la psychanalyse dite moderne et surtout scientifique? Vous avez dit et bien perçu que ce livre et ce travail est un cheminement. Donc, au bout de plus de 30 années d'exercice, évidemment, ma préoccupation, c'est que quand on a reçu une formation, on a reçu un enseignement et on pratique, comment d'abord se renouvelle tout ce que nous avons appris et surtout aussi comment se réinventent les choses dans un contexte différent de celui où les théories ont été élaborées. C'est-à-dire que la formation, quand elle est une formation occidentale, des concepts et des classifications, des théories, et comment ces théories sont retravaillées par le contexte. Sinon, on ne fait qu'importer. Tout à fait. Donc, il s'agit de se réapproprier des choses, de même qu'on se réapproprie tout ce qui a été laissé pendant le protectorat, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Je veux dire qu'il ne s'agit pas simplement d'appliquer, il s'agit de prendre ce qui nous convient et de l'enrichir. Donc c'est un message qui consiste à dire que les pratiques, elles sont plurielles. Hein, que la théorie, elle n'a pas un centre qui est l'Europe, mais qu'aujourd'hui, elle doit s'enrichir de tous les autres apports des autres cultures et des autres langues. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'universel est pluriel et qu'il n'y a pas de centre. Hein. Absolument, voilà. absolument. Et donc j'applique ça dans mon travail. Et il y a beaucoup à apprendre, à écouter de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est les croyances, parce qu'elles font partie des personnes qui viennent consulter, elles font partie de nous tous. Nous avons tous des croyances. La souffrance psychique doit tenir compte de l'environnement, de la culture. Qui est global. Le sujet, il est global. Il n'est pas simplement étiqueté névrosé ou schizophrène. Il est dans sa famille, il a eu sa souffrance, il a une part d'histoire que tout le monde peut avoir. Il est global. Et il exprime avec ses mots, avec les mots de sa culture, les choses. Et l'environnement a une part. Et quand il va d'un lieu traditionnel à l'autre, ben, ça fait partie de sa société. Sauf que moi, je garde ma position. C'est-à-dire que vous restez quand même scientifique. Je garde scientifique et dans une démarche rationnelle scientifique. Tout à fait. Quand on vient me voir, ce n'est pas pour que j'adresse à un thérapeute traditionnel. C'est parce que soit ça n'a pas marché chez le thérapeute traditionnel, soit parce que comme on fait chez nous, on veut essayer autre chose. On fait tout. Voilà. Soit parce que aussi on croit en moi. Sauf que je l'espère bien. Sauf que je ne dois pas en abuser. C'est ça la règle éthique. Hein. On vient vers vous avec une croyance, mais cette croyance, elle doit servir à faire avancer les choses, pas à s'en servir. Alors, vous dites aussi, justement dans votre livre, en parlant des croyances, que le Maroc, en fait, a été un des pays pionniers avec l'Égypte et le Liban, où la psychanalyse, en fait, s'est installée. Et d'ailleurs, je crois que la psychanalyse est parmi nous depuis les années 80, peut-être plus importante dans les années 2000. Et je rappelle au passage que nous avons eu la première fois, le premier psychanalyste au Maroc était une femme. Oui. Et donc c'est Leïla Cherkaoui, donc psychanalyste en 1967. Donc quand même, on le dit, n'est-ce pas, Oui, bien sûr, bien sûr. D'autant que vous citez, vous savez, les premiers psychanalystes marocains sont rentrés ou ont commencé leur pratique dans les années 80. Et c'est dans les années 2000 que véritablement une formation a commencé. Vous voyez, une formation, c'est-à-dire avec la prise en compte justement des particularités locales, avec le désir de transmettre à des collègues marocains. Et Leïla Cherkaoui a fait partie des fondateurs. D'accord. Alors je reviens à votre métier donc de psychiatre, psychanalyste. Et
on dit que les femmes consultent davantage que les hommes. Est-ce que c'est vrai d'abord? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Oui, oui. Et donc, pour quelles raisons en général? Et pourquoi les hommes sont-ils si forts que ça pour ne pas avoir besoin d'une parole, d'une écoute? Ou c'est une question de mentalité? Vous savez, il faut quand même rappeler que c'est la femme, celle qui était justement étiquetée hystérique, qui a permis la découverte de la psychanalyse. Hein. Oui, et je voudrais qu'on revienne aussi sur ce mot, mais on va d'abord parler de cette question. Non, mais c'est-à-dire que c'est en parlant qu'on a découvert que la parole, elle soigne. Quoi. Voilà, c'est important. Donc, les femmes, elles sont d'abord celles qui ont une parole, quelque chose qui est réprimé et qui demande à s'exprimer. Donc, il y a d'abord ça. Et donc, de ce fait, elles ont à gagner et pas à perdre. Alors que quand on a une position dominante, si on la remet en question, on est plutôt dans une remise en question qui n'est pas toujours souhaitée par ceux qui la portent. Donc il y a d'abord ça. Et deuxièmement, ça rejoint quand même aussi ce qui se passe dans le champ social. C'est-à-dire qu'on sait que la question féminine, elle a été à l'avant-garde d'un certain nombre de revendications, de réformes et d'aspirations à la liberté de parole, justement. Mais justement... et alors, ce qui est étonnant, vous savez, c'est que ce n'est pas simplement les gens qui consultent, c'est que le corps médical aujourd'hui est beaucoup plus féminin. Tout à fait. Que masculin. Tout à fait. Mais justement, est-ce que c'est cette privation de liberté, entre guillemets, qui fait que, elles souffrent davantage de maux? Quelles sont les raisons, en général, qui poussent les femmes à venir chez un psychiatre, psychanalyste, à parler? Est-ce qu'il y a des choses, vous avez parlé tout à l'heure un peu d'essentialisme, c'est-à-dire ce qui est propre à notre culture, ou est-ce que c'est des choses qui sont universelles, comme, on va dire, la dépression, des concepts un petit peu qui touchent un peu tout le monde? Écoutez, elles sont universelles, mais selon les contextes, évidemment, elles ont plus de possibilités de se déployer, ou au contraire, elles sont plus réprimées, et selon les époques. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on va parler, par exemple, de la liberté en Occident qu'on va dire qu'elles sont libres ou plus émancipées d'une façon absolue. Parce que vous avez vu comment les femmes peuvent se plier aux fantasmes névrotiques dans les publicités, dans le commerce, etc. Je veux dire. Donc, selon les contextes, évidemment, les choses diffèrent. Mais je pense que d'une part, la femme, elle a beaucoup souffert. D'ailleurs, quand on consulte les écrits des années 50, elles sont 40, 50, elles sont absentes. Alors, parce que la parole s'est libérée aussi. Non, mais c'est parce qu'elles étaient enfermées à la maison. Tout à fait. Vous voyez ? Oui, mais on a toujours dit quand même que dans notre imaginaire collectif, les femmes entre elles parlent beaucoup, il y a eu le hammam, il y a eu des rencontres entre femmes où ça s'exprime. Mais entre elles, ça reste quand même dans des lieux de réclusion quand même. Tout à fait. Vous voyez ? Et quand elle sort et que, par exemple, elle doit consulter et que le mari tient à l'accompagner, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il peut parler à sa place. Tout à fait. Chose que le psychanalyste ne peut pas accepter, évidemment. Évidemment, je l'espère bien. Alors, revenons à cette histoire justement d'hystérie. On parle d'hystérie, de névrose. Et est-ce que ce sont des pathologies qui sont féminines? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'un homme est hystérique ou un homme est névrosé? Et puis surtout, à chaque fois qu'on décide en fait de décrédibiliser une femme sur sa façon, par exemple, de manager, etc., on dit tout de suite c'est une hystérique, par exemple, ou c'est une névrosée. C'est devenu un petit peu comme des insultes quelque part. Au départ, pourquoi c'était une qualification féminine? C'est parce que l'étymologie même s'y prêtait, parce qu'on croyait que c'était une maladie de l'utérus qui circule dans le corps. D'accord, donc ça vient de là déjà. Oui, ça vient de là. Donc après, on s'est aperçu que c'était pas ça et que c'était quelque chose de nerveux. Et puis petit à petit, on a découvert que c'est pas une question de physique. C'est pas une question de sexe, en fait. C'est pas une question de sexe. C'est pas une question de sexe, c'est une question psychique, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont des conflits psychiques, c'est un rapport. Bon, on dit que l'hystérique, puisque vous parlez de la façon dont on la décrit péjorativement, donc elle est exubérante, elle s'extasie, etc. Et ça dérange. Vous voyez, alors ça dérange. Mais psychanalytiquement parlant,
c'est quelque chose qui est en rapport avec la sexualité. Vous voyez, et les conflits sexuels, ils existent aussi bien chez la femme que chez l'homme. Vous voyez. Et d'ailleurs, chez la femme, alors si on va dire par exemple, chez la femme, vous allez voir ce qu'on a appelé la théâtralisation. On ne le voit plus beaucoup maintenant de cette manière, c'est beaucoup plus subtil. Je veux dire, l'hystérie, c'est socialisé. Oui. Je veux dire, il faut une dose d'hystérie pour être socialement aussi admis, etc. Vous voyez, donc voilà. Oui. Si bien que ce qui est péjoratif chez la femme ne l'est pas chez l'homme. Les hommes vont consulter parce qu'ils sont hystériques, mais ils vont avoir des angoisses, ils vont avoir des phobies, ils vont avoir des problèmes sexuels. Vous voyez, oui. Et voilà. Et donc, en général, ils viennent qui pour ne ça, se voient pas en société. Mais ils viennent pour l'un ou l'autre. Alors, est-ce que c'est la virilité toujours qui est un motif, ou est-ce que, par exemple, aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse comme souci professionnel, est-ce que voilà, on vient parce que y a un burn-out? Écoutez, à part quand quelqu'un vous dit clairement, je viens pour une impuissance, vous voyez, et qui exprime son... Mais l'impuissance, elle peut être vécue dramatiquement, parce que alors c'est une chute de la virilité qui arrive au point d'être considérée comme une menace. Pour son essence. Pour l'essence, pour la vie. C'est quelque chose, vous voyez. Mais bon, ça c'est évidemment, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est ça. Je veux dire, les symptômes majeurs, c'est ça, des troubles sexuels. Mais ils peuvent être hystériques en venant pour autre chose, hein, pour des angoisses, des phobies. C'est-à-dire après, c'est vous qui allez... non, mais je veux dire, c'est pas forcément ça qui est au premier plan. Et il n'y a pas forcément que ça. Alors, je voudrais revenir un petit peu donc, sur votre livre et vous parler du TRAF. Alors, le TRAF, est-ce qu'il a toujours sa place dans notre société? Est-ce que c'est une pratique encore courante? Et justement, pour protéger les femmes d'une sexualité hors mariage et peut-être aussi menacer les hommes d'impuissance. Donc c'est un petit peu... C'est ça, le TRAF ou... Si, c'est ça. C'est-à-dire soit pour protéger, c'est-à-dire la femme qui va... La mère qui va prodiguer le TRAF pour que sa fille n'ait pas de relation, reste vierge en mariage, soit quelqu'un qui va se venger d'un homme en allant voir un guérisseur, un magicien, pour lui dire de lui procurer le TRAF. Hein. Donc ceux qui sont pleinement là-dedans, ils le disent clairement, bien sûr, c'est-à-dire que dans les coins les plus ancrés de la tradition, ça existe absolument toujours, puisque après, ça s'accompagne, vous savez, on prend prétexte religieux pour lire des versets, ça c'est des dérives à mon avis, et pour dire aussi des procédés magiques, etc., des formules, etc., soit pour prodiguer, soit pour défaire. Bon. Ça ne marche pas toujours. Hein. À la limite, on va dire ça ça relève de la croyance, mais il y a des pratiques qui sont quand même beaucoup plus douteuses, qui peuvent mettre en danger la santé. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à côté de ceux qui le pratiquent et le disent ouvertement, il y a ceux qui sont parmi les plus occidentalisés, qui un jour, doutant de ce qui s'est passé, vont avoir une pensée. Non, ils ne vont pas forcément y aller, mais ils vont avoir une pensée. Est-ce que je n'ai pas été... C'est très présent, parce qu'en fait, on se déresponsabilise quelque part. C'est toujours un petit peu la faute des autres. Absolument. Est-ce que je n'ai pas été ensorcelé? Est-ce que je n'ai pas été pris dans... Vous voyez, ils ne vont pas forcément y aller. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est justement ces traces des croyances, ces survivances, et qui fait partie du patrimoine, etc. C'est très important qu'ils puissent en parler. Parce qu'avec moi, ils vont évoluer vers justement quelque chose... Plus rationnel. Plus rationnel et quelque chose où ils vont se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai eu? Etc. Si on en reste à « on m'a fait, moi j'ai rien fait », moi, c'est pas mon job. Vous voyez, c'est clair. Mais si je veux les faire avancer parce qu'ils viennent me voir, eh ben, c'est vers ce chemin qu'on doit aller. Donc en fait, ces pratiques ont toujours cours. Vous le constatez tous les jours, c'est-à-dire on vient vous voir pour ce genre de choses. On vient me voir pour autre chose, mais ça surgit à un moment donné. Donc notre réputation, elle est bien établie, quoi. Je veux dire, ces pratiques-là qui continuent à... Mais est-ce que, justement, votre livre... Vous savez, la croyance... Le but de votre essai, moi j'ai lu, j'ai bien regardé, je trouve que c'est très bien fait parce que vous expliquez justement qu'il y a eu une période pendant le protectorat, puis ensuite il y a eu la décolonisation et que pendant ce protectorat, on nous a utilisé un petit peu comme des corps. D'ailleurs, vous parlez des corps machines à un moment donné, mais sans tenir compte
justement de cette culture, etc. Et que voilà, cette nouvelle vague qui est arrivée après, dans les années 80, a tiré les enseignements scientifiques universels, tout en, ce que vous avez dit, s'adapter à la culture environnante. Mais pas toujours, justement. C'est pour ça que c'est le est-ce but que vous dénoncez aussi, parce que je sais que ce n'est pas votre rôle, mais je veux dire, des pratiques douteuses comme la sorcellerie qui peuvent mettre en danger la vie des personnes. Mais bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, non? Mais bien sûr, entre la croyance, entre les survivances dans la mémoire, entre les fantasmes des gens et les pratiques, justement, qui sont des dérives qu'il faut appeler du charlatanisme, bien sûr que je dénonce. Je l'ai écrit, je le dis, etc. Parce qu'on peut respecter les croyances, mais on ne peut pas revenir en arrière comme des siècles en arrière et considérer que, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que la science, elle a progressé par mouvement, par cheminement, et que, si vous voulez, quand il s'agit de donner une liberté, une rationalité et quelque chose qui est dans notre actualité, si on est, comme nous disons, tradition et modernité, c'est quoi? C'est que la tradition, elle doit être renouvelée. Je veux dire, c'est pas tradition. Hein? Vous pouvez me parler de vos croyances, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous soumettre Moi, je vous dirais guérisseurs. même qu'une tradition a été une modernité autrefois. C'est tout simplement que, on reste sclérosé parfois sur des choses on ne veut pas, parce qu'on pense que la modernité, elle est occidentale, elle vient d'ailleurs. Alors qu'on a notre propre modernité. Absolument. Il faut absolument sortir de ce schéma. Cette idée toute faite que la modernité, elle est dans la tradition. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui des rythmes africains, ce qui se passe autour des Gnawa, tout ça, qui réunissent les plus grands artistes. Cette transe, finalement. C'est valable pour la cuisine, c'est valable pour l'habitat, vous trouverez des formes modernes. C'est valable aussi, justement, dans nos professions, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on vient me voir. La croyance, elle existe partout. Elle existe aussi. On peut aller voir quelqu'un, pas pour sa compétence, mais parce qu'on croit en lui. Mais ça dépend. Mais justement, il ne va pas être dans une attitude irrationnelle et faire le gourou de ce qui se passe. Donc voilà. Vous avez parlé des corps, c'est très très important parce que la domination, elle se fait en objectivant des corps. Tout à fait. Et justement, si on cite ceux qui sont les plus objectivés et qui ont été exploités, c'est le corps de la femme, c'est le migrant, c'est des marginaux. Et voilà, ça c'est l'exploitation, c'est priver quelqu'un de sa faculté de penser, de sa faculté d'exister comme individu, de sa subjectivité. Et la psychanalyse, c'est un travail sur la subjectivité. D'accord. Donc, en fait, vous avez dit aussi tout à l'heure que cette objectivation, elle est aussi ailleurs, dans d'autres sociétés plus évoluées. Parce que, finalement, quand on rapporte la femme à son identité sexuelle, ce n'est pas très moderne, que ce soit ici ou ailleurs. L'identité sexuelle, elle est traversée par des considérations culturelles, politiques, économiques, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui se déploie différemment selon les représentations sociétale et culturelle, mais qui existe aujourd'hui de par le monde. Hein. D'accord. Alors, vous dites aussi, enfin, on en a parlé tout à l'heure, la psychanalyse, vous dites, n'existe pas sans la liberté et sans le pluralisme. Et je sais qu'un psy se doit de rester neutre, mais vous, monsieur Jalil Benani, qu'est-ce que pour vous la liberté? Et est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes un homme libre? Écoutez, ma liberté, c'est celle de pouvoir pratiquer sans entrave, puisqu'on est là pour ça, de pouvoir écrire, de pouvoir m'exprimer, ce qui veut dire avoir à la fois la possibilité sociétale, éducative, et tout ce qu'on veut, disons, de faire ce qu'on veut, mais ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut, ça veut dire aussi respecter les autres. Hein. C'est-à-dire que si je veux m'exprimer dans tel lieu où ce n'est pas admis, je respecte aussi ce qui est de l'autre côté. C'est-à-dire ça ne va pas sans la liberté de l'autre, c'est bien connu. Je voudrais dire quelque chose d'important à ce sujet, c'est que vous savez, nous avons connu des années de grande censure. Hein. Tout à fait. Voilà. Et nous sommes dans une... je veux dire, il y a des choses qui ont changé, notamment la liberté de parole. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est que cette liberté, la liberté de parole, les gens ne la prennent pas toujours.
et ils ne l'apprennent pas toujours, pas parce que la censure est là, mais parce qu'il y a aussi l'autocensure. Oui. Voilà. Et des fois, c'est mêlé, c'est complètement. C'est-à-dire que quand vous avez eu des années de censure, c'est ancré dans les mentalités, dans l'éducation, vous voyez, et dans les comportements. Et l'autocensure, c'est quelque chose qui fait partie, qu'on appellera inhibition dans ma profession, et sur lequel on travaille. En tout cas, merci beaucoup, Jalil Benani, d'avoir bien voulu répondre aux questions de Horatz. Vous êtes un auteur prolifique. Vous avez profité du confinement pour écrire un nouvel ouvrage. Enfin, c'est une correspondance. C'est L'espoir vient du Sud. Viendra. Viendra, oui. On l'attend avec impatience. Donc, je rappelle que vous me l'avez donné en début d'émission et que, donc, à l'heure où on enregistre cette émission, il vient à peine de paraître. Et donc, voilà, vous allez revenir sur le plateau de Horatz. Avec plaisir. Pour en parler avec moi. C'est un plaisir. Et ça me donnera le temps aussi de le lire pour pouvoir vous poser les questions qu'il faut. Voilà. Merci encore, Jalil Benani. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous êtes un touche-à-tout, vous aimez l'histoire, la philosophie, la généalogie, les sciences humaines de manière générale, c'est ce qui vous permet de mieux faire votre travail. Vous êtes auteur, vous avez publié un grand nombre d'essais sur ces questions-là. Vous êtes aussi un chercheur, on l'a pas dit tout à l'heure, mais donc vous avez énormément de cordes à votre arc. Et voilà, je suis très honorée d'avoir reçu un grand éminent psychiatre, psychanalyste comme vous. Merci encore. Merci à vous, merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre thématique et un nouvel invité. Bonne continuation des programmes sur M24.